Previously on le syndrome de Chambord. Hervé, 35 ans, liste de courses, galère, guacamole, Monsieur Bourigeaud. Imagine, elle est en train de tourner 4 lunes de miel et je sais pas quoi, l'émission de TF1. Toi, t'imagines une peluche Jean-François Derek? On n'a rien là, pour le moment, on n'a rien. Amène ton verre. Il y a un petit coup de marron suisse en 3ème gorgée. J'ai peut-être une idée. Je me prépare. Mais Hervé faisait des courses pour préparer un week-end. Gérard et Anna vont hijacker Hervé pour profiter du week-end dans le château de la Loire. Le syndrome De Chambord. Le syndrome de Chambord. On a un titre, déjà c'est bien. Ouais, je l'avais même pas noté. Et alors justement, j'ai fait des petites recherches sur ce titre. Et ça m'a évoqué deux choses, j'ai trouvé deux trucs. Déjà, je suis tombé sur un blog de sarkozystes de 2017 qui faisait une analyse sur le cas de François Fillon et des problèmes qu'il a eu pendant la campagne. Et il disait, ça dit en substance François Fillon ou le syndrome du comte de Chambord. Putain. Et en fait, le comte de Chambord, c'est un type qui avait tout qui avait un boulevard pour devenir roi de France et qui a pas réussi à s'entendre avec qui que ce soit et du coup qui a jamais été roi de France. D'accord. Ça peut nourrir certaines réflexions sur le fait de passer à côté de son destin, quoi. Ce qui risque d'arriver à Hervé, quoi, si... Ouais, gardons ça en tête. Je voulais juste vous demander comment vous allez. Très bien. Vous avez commencé une nouvelle vie? Je ne réponds à aucune question. En faisant des recherches et en réfléchissant à notre histoire de titre, à Chambord et tout ça, j'ai pensé à un autre truc qui pourrait nous donner une belle avant-dernière scène. En fait, à Chambord, il y a plein de particularités, c'est un château incroyable et tout, mais il y a un truc, voilà, c'est l'escalier à double vis. Mm-hmm. Et en hélice, fait, je crois, double hélice. Double vis, je crois. C'est Bref, peu l'un importe. ou l'autre, mais bref. Il y a un escalier qui est attribué à Léonard de Vinci qui consiste à deux escaliers qui se croisent, qui se tournent autour. Et le principe, c'est que tu peux descendre, si tu te lances en même temps pour descendre l'escalier en même temps, tu te croises pas. Vous pouvez constater que les boules qui montrent, qui représentent des personnes grimpant l'escalier, ne peuvent se voir à aucun moment, sauf si il y avait des trous dans la colonne centrale, ce qui est le cas au château de Chambord. En fait, je voyais bien un dialogue entre Hervé et le couple, chacun lancé dans une des deux entrées de l'escalier. Et il est en train d'essayer de leur dire un truc, de leur expliquer, et il court un peu après eux, il essaie de mettre sa tête dans le truc, de leur parler, et le couple, il les entend répondre, et en fait, il va arriver en haut de l'escalier, et ils sont plus là, quoi. Et il les reverra plus jamais, et du coup, C'est hyper dark. il va rentrer... il va comprendre quoi, que le week-end est fini et il va rentrer, ramener son guacamole à sa femme, quoi. Genre, ils sont partis sans lui? Bah, on sait pas, ils sont plus là, quoi. Ont-ils jamais existé? Pourquoi pas cette scène-là? Après, ça me dérange un peu d'utiliser l'élément le plus iconique de Chambord. C'est un peu comme si t'étais à Paris et tu fais une scène à la Tour Eiffel, quoi. Après... Ouais. S'il y a Paris dans le titre et que tu vois pas la Tour Eiffel, c'est décevant. Bah... Non? Je sais pas. Baboun! Oh putain, Mimi! Léla, Tour Eiffel! Mimi, arrête! Regarde pas en bas! Pourquoi? En fait, Mimi, d'une descends! certaine manière, Mimi, descends de là, je te il dis! y a un truc, et là il faut réfléchir un peu à leur itinéraire, mais il y a une logique à ce qui passe par les points touristiques incontournables du tour dans les châteaux de la Loire, puisque c'est ce qui était prévu. Mais effectivement, c'est vrai que plus tu peux ajouter des trucs un petit peu incongrus ou méconnus, c'est mieux c'est.
La prochaine verse, ça peut être de dire, enfin, de parler énormément de la double hélice pendant tout le film. Genre de dire, attends, on n'a pas vu la double hélice encore et tout. Et, enfin, genre c'est une espèce d'attente qu'on a. Surtout Et qu'il y a débat sur il y en a qui disent que ça s'appelle la double vis. Bon, attends, En fait, ils en parlent de la voiture, ils parlent de la double hélice tout le temps. le double escalier de Chambord ressemble à la double hélice de la molécule d'ADN. Il y a Ouais, les- mais genre Léonard de Vinci, il a Ah ouais, eu 400 ans d'avance. C'est un crack. Par contre, sur chambord.org, il y a aussi un système de la... Si tu veux aller dans un truc un peu plus niche, sur Chambord, il y a un système de latrine à double fosse. Putain. Et ben voilà, c'est ça. Ça, il faut s'en servir. Putain, Bon, après, les blagues sur le caca. les latrines, c'est toujours un peu compliqué à manipuler, mais... Alors après, il y a un truc, il y a une considération plus générale sur le film. Maintenant qu'on a un titre, qu'on a un peu une trame générale, c'est la question du genre. On n'en a pas vraiment parlé, mais je pense que de manière un peu implicite, on est plus ou moins d'accord pour se dire que c'est une comédie. Mhm. Et du coup, je pense que maintenant, on peut réfléchir à comment va fonctionner la comédie. Et notamment, je pense qu'un des vecteurs comiques principaux du film, enfin des vecteurs basiques de comédie, c'est le fait que c'est l'histoire d'un mec qui tient la chandelle d'un couple au moment le plus romantique, le sexuel, tout ce que tu veux de leur relation, quoi. Ouais. Et donc ça donne plein de situations de comédie à imaginer. Quels sont les films qui fonctionnent sur ce modèle, déjà ? Est-ce que ça existe ? Enfin, ça existe forcément, mais... Il y a un petit peu ça dans Tenue de soirée, mais après ça part en sucette, enfin, littéralement presque. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu? C'est tout ce que tu trouves à dire. Ouais, c'est pas mal comme thématique, les comédies avec un trio dont un qui tient la chandelle. J'ai pas vu Jules et Jim, c'est pas un peu ça ? Non, c'est un triangle amoureux. Ok. Ouais, c'est souvent des triangles amoureux plus ou moins réguliers. Après, là, on est dans c'est une forme aussi de triangle amoureux où juste Hervé, il y a que dans sa tête que c'est un triangle, quoi. Bah si, c'est dans la tête d'un peu tout le monde, puisque... Enfin, on est au-dessus de l'amour, là, en fait. On est sur un nouveau modèle. En fait, moi, Gérard et Anna, eux, ils sont dans leur lune de miel, quoi. Ils sont à fond dans leur truc. Et Hervé, c'est comme un chien qui secoue la tête sur la lunette arrière, quoi. Il fait partie des meubles. Ouais, mais Gérard a quand même souhaité qu'il soit là. Donc, il a une fonction. De guide. Il est là parce qu'il a prévu l'itinéraire, quoi. Mais c'est hyper cruel de la part de Gérard tu le vois comme ça, comme un mec qui se sert d'Hervé comme guide. En fait, c'est très pragmatique comme approche, quoi. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de convention sociale. S'il n'y avait pas de convention sociale, tu te dis, tiens, j'ai envie d'emmener mon amoureuse en week-end. Toi, t'en as prévu un. Ça m'arrange qu'on fasse ce que t'as prévu. Ouais, ça peut être un peu ambigu dans le sens... il lui dit, bon allez viens, ce sera sympa, et puis en plus tu nous serviras de guide. C'est pas vraiment t'es mon esclave, c'est on va passer un bon week-end tous les trois, et puis en plus c'est cool. Ouais, mais tu vois, en fait je trouve que faut pas que les personnages s'excusent d'être un peu la caricature qu'ils sont. Non, mais il lui présente la chose de manière à ce que il l'oblige pas à faire un truc qu'il a pas envie de faire. Sinon, en fait justement, je pense que sinon... au bout d'un moment, Hervé va pas adhérer au truc s'il se sent rabaissé à ce point-là. En fait, il se rend pas compte lui-même, enfin il n'a pas l'impression de faire du mal à quelqu'un, et en fait il le fait avec tellement de bagou et de charisme que je pense que la plupart des spectateurs ne s'en rendent pas vraiment compte non plus. C'est un peu le truc de tu montes doucement la température de la casserole pour pas que la grenouille s'évade. Et donc en fait de proche en proche, tout est un peu acceptable pour Hervé parce que en plus le mec est impressionnant et tout ça. Il se sent pas totalement kidnappé, mais un peu.
Parfois, il se dit, mais attends, j'ai quand même mon guacamole et tout. Enfin, il y a toujours ce truc. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est pour ça qu'on a appelé le truc le syndrome de Chambord, c'est que il finit par apprécier en fait cette escapade. En fait, c'est ça. Il faut qu'au début, il ait pas l'impression d'être leur larbin, même si c'est quand même le cas. En fait, dans le fond, c'est ça. Sauf Ouais, que effectivement, fond, même le spectateur doit mettre un peu du temps à s'en rendre compte en se disant mais attends, mais en fait, c'est des enfoirés de faire ça, quoi. Mais je garde en tête la possibilité qu'on fasse en fait un film pseudo-fantastique et que tout le récit, toute cette escapade, le fait d'aller faire la tournée des châteaux de la Loire, peut-être qu'en fait il l'a fait tout seul. Peut-être que le couple n'existe pas, quoi. On a exactement le même attaché-caisse. Du savon. Pardon? Fabrique et je vends du savon. L'objet qui indique le degré de civilisation. Et voilà comment j'ai rencontré Tyler Durden. Et c'est pour ça que j'avais cette idée d'avant-dernière scène où en fait il perd le couple. Mm-hmm. Et du coup il est obligé de rentrer tout seul et il a sa bagnole et donc il peut rentrer. Mais du coup on sait jamais est-ce qu'ils ont vraiment existé ou pas, ou est-ce que tu vois parce qu'en fait le truc qu'on raconte c'est la prise de conscience d'Hervé qui a besoin de réaliser qu'il est plus assez amoureux de sa femme et que c'est con. C'est ça qu'on raconte? J'ai un peu cette impression. Ouais. Et alors sinon, j'avais eu d'autres idées, d'autres réflexions sur des sortes de pistes de casting qui sont pas vraiment enfin, ça veut pas dire que c'est exactement l'acteur que je veux, mais c'est pour donner une tonalité au truc. Mm-hmm. En fait, j'avais deux idées. Initialement, en fait, je commençais à me dire, je voyais bien un Vincent Lacoste pour Hervé, mais en fait, il est trop jeune. Donc, et du coup, par réflexion et de proche en proche, j'arrivais à une sorte à un Pierre Deladonchamp pour Hervé. Pierre Deladonchamp, c'est le mec qui joue dans L'Inconnu du lac, et puis il est aussi dans... Ouais. Et c'est peut-être ça qui m'a fait penser en partant de Vincent Lacoste, c'est qu'il est dans Boire, Aimer, Baiser vite et tout ça. La vie est plus conne que les films, c'est tout. Vous avez raison, les films hésitent toujours devant la connerie de leur récit. Ils sont torts. Et en fait, donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est... tu peux assez facilement trouver des acteurs qui le dominent d'un point de vue charisme, qui l'écrasent physiquement. Ouais. Donc il joue bien, il incarne bien le côté mec timide qui va suivre le mouvement. Il est d'un âge qui correspond à un mec qui peut avoir 10 ans de mariage derrière lui et être allé... faire la tournée des châteaux de la Loire, et il a ce truc un peu où il va en même temps pouvoir sortir de sa coquille petit à petit, et puis voilà. Donc c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Et moi je verrais plus, enfin je trouve pas assez ingrat Pierre Deladonchamp. Oui, il est un petit peu trop beau. Ouais, notamment. Ouais, mais et en puis même il est temps, grand aussi. Enfin il faudrait un mec plus médiocre. En fait, il est pas forcément si grand que ça. Ah ouais, il fait grand. Je sais pas. Moi je trouve. Enfin, en fait, ça dépend qui tu lui mets en face, je pense. Et il est digne en fait. Mais c'est vrai qu'il est beau. Mais en même temps, pour moi, c'est un peu une sorte de Lambert Wilson jeune. Alors, je vais vous prendre les linguine et les vongole. Et en fait, je me disais que pour le coup, le personnage de Gérard, j'imaginais une incarnation nouvelle et moderne de Gérard Depardieu quand il était jeune. On avait eu la discussion sur Hervé, blanc, cis hétéro, machin. Je me dis que Gérard, ça peut être un grand noir très musclé, quoi. Et en fait que ça, et que ça fasse partie du truc, il peut y avoir en fait une sorte de sous-texte racial dans le truc. Joey Star. Alors, j'avais pensé à Joey Star,
Mais alors Joe Star, ça véhicule trop d'autres trucs. Mais en gros, mais mettons Joe Star pour simplifier. Ouais. Mais en fait, ce que j'aime bien, de la même manière que Depardieu, à une époque, dans les années 70, était en fait une sorte d'incarnation du loupard mal dégrossi, machin. Je pense qu'il y a un truc un peu dans l'imaginaire collectif, une sorte de réflexe un peu raciste qui existe chez les Français, qui correspond en fait à ce qu'on a raconté, quoi. Le personnage qui file doux, c'est à deux niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois le personnage blanc peut avoir peur physiquement, et en fait il a à la fois peur, il est à la fois soumis physiquement, et à la fois il a peur d'avoir l'air raciste. Et en fait... Oui, d'accord, je comprends cette idée-là. Et donc en fait il est dans une sorte de malaise social aux deux niveaux, où en fait il se fait prendre son caddie, mais il veut pas le traiter de voleur parce qu'il veut pas passer pour Éric Zemmour. Ouais. Là, je vois bien l'idée. Ouais. Et du coup, il y a une sorte de terrain de malaise qui me paraît assez propice. On accepte l'échec chez vous ? Attendez, là. On accepte l'échec chez vous ? Vous voulez dire chez les Noirs ? Oh, non, bien sûr que non, dans votre société. N'essayez pas de vous raccrocher aux branches, c'était une insulte raciste. Mais non, pas du tout, je vous assure, jamais j'aurais eu l'idée de... Pas eu l'idée ? Je vais vous faciliter les choses. Pourquoi vous ne me payez pas avec une brouette de coton ou une charrette de pastèque ? Enfin, à qui croit parler ? Qu'est-ce qui s'imagine ? Je suis professeur titulaire en génétique moléculaire à l'université de Brown et je dirige le club du Mensa de Boston. Vous plaisantez ? Non. Je ne suis chauffeur de limousine que dans le cadre d'une simple expérience sociologique. En fait, moi, ça c'est un truc qui m'obsède un peu avec le cinéma français, c'est que j'ai l'impression que c'était vraiment une grande force et une grande spécificité du cinéma français de réussir à écrire des dialogues incroyables. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, et de plusieurs manières. Déjà parce que, typiquement, il y avait... historiquement même une fonction de dialoguiste sur les tournages. Il y a eu des auteurs illustres qui étaient vraiment spécialisés dans les dialogues et à différentes époques. Enfin, voilà, schématiquement de Prévert à Blier en passant par Audiard. Et notamment, ce qui les reliait un peu, c'était une capacité à écrire des dialogues et à capter quelque chose, ou en tout cas à imaginer une nouvelle langue qui est un français issu du français populaire de leur époque. Oui, t'as raison. En 5 ans, pas un mouvement d'humeur, pas une colère, même pas un mot plus haut que l'autre. Et puis d'un seul coup, crac, la fausse note, la mouche dans le lait. Ah, je te jure, ça m'a secoué. Hein. Et je trouve que ce truc s'est complètement perdu aujourd'hui. Et je côtoie pas particulièrement d'ados de milieux populaires d'aujourd'hui, enfin d'ados ou de jeunes. Mais par exemple, je les vois parler sur Internet, et je vois pas du tout le cinéma, à quelques exceptions près, réussir à s'approprier cette langue-là, quoi. Alors, peut-être cette langue-là en particulier, ouais, parce que il y a peu de films avec des vrais ados, en fait. En revanche, des acteurs qui s'approprient la langue française, des gens comme Poulvord ou même Joe Star, je trouve qu'il y a quelque chose qui surgit parfois dans certains films, mais c'est plus des impros de leur part que de l'écriture. Ouais, c'est ça. Et puis après, et puis c'est vrai que t'as un truc... j'ai regardé dernièrement Budapest de Xavier Jans avec notamment Jonathan Cohen. Monsieur Poulpe, Jonathan Cohen et Manu Payet. C'est vrai que Jonathan Cohen, il a Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que Jonathan Cohen, il a une manière de parler qui est la sienne. J'ai appelé la meuf qui s'occupe des réservations. J'ai appelé, elle m'a dit, mais il n'y a pas de galère, vous avez très bien fait d'appeler, en plus j'étais un peu en charmage. Il y a zéro galère, zéro. Mais tu lui as dit qu'on était 5 mecs, là. Mec, je lui ai dit qu'on était 5 mecs, c'est réservé, on n'est pas dans un bar à chicha, les gars, on est bien. Donc on rentre. Oh putain, c'est fou d'être chiant comme ça, man, c'est pas on rentre, c'est pont-levis, mec, c'est Game of Thrones. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on l'attend, là. Venez, on y va. Et du coup, d'un film à l'autre, d'une fiction à l'autre, il va sortir l'expression, il va dire c'est un délire, des trucs comme ça qui sont propres à lui. Après, là dans notre histoire, c'est des gens qui vont visiter Chambord quand même. Donc ça situe... Ouais, mais pour moi, justement, c'est plus précis que ça. C'est que le couple va visiter Chambord, mais ils ont besoin d'un guide. C'est-à-dire qu'il aurait jamais organisé le voyage lui-même. Justement, Hervé va leur ouvrir des portes. D'accord. En fait, Gérard, il sait pas où emmener Anna, et donc il s'en remet à quelqu'un qui est bien dans la France. Ouais.
C'est ça, exactement. C'est la Reine des Neiges pour lui, quoi. Enfin, il est dans un truc. Donc c'est un mec qui veut quand même faire comme les autres. Ouais. Tu l'as vu là la vidéo sur Kevin là qui tourne ces jours-ci? La meuf qui s'énerve sur Kevin. Ah oui, sur son mec Kevin. Et en fait pour moi c'est un peu ça. Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. En fait c'est ça. C'est pour moi notre film. C'est Gérard qui s'est fait engueuler par Anna. Il dit putain mais Kevin. Je veux des moulures au plafond, putain. Tu vois. Mais oui, okay. C'est un peu ça, quoi. On peut dire que c'est elle, Anna, ça peut nous aider à trouver une voie. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est le mec qui s'est fait remonter les bretelles et il dit, ouais, franchement, faut que je me prenne en main et tout. Le mec, il va au Super U, il pêche un gars. Il remarque et tout, et il se dit, putain, mais lui il va mettre des paillettes dans notre vie, quoi. Kevin, tu me dégoûtes. Et pour revenir au caddie, est-ce que le caddie il va servir finalement ou c'était juste un prétexte pour enlever Hervé? Ben oui, non, si, il y a un pique-nique. C'est-à-dire que en fait le contenu du caddie, c'est oui, c'était pour le. C'est un pique-nique. De toute façon, il avait prévu de l'emmener. Et donc après, peut-être qu'il commence par un pique-nique et la soirée c'est dans un appart-hôtel et il avait prévu de faire ses fameux gnocchis au Beaufort. Et donc il les a pris. Oui, parce que c'est pas un mec très riche, c'est un gars de la classe moyenne, donc il prend pas une suite dans un hôtel. Et je trouve qu'un appart-hôtel c'est pas mal. Tu peux. Et alors je suis allé, alors ça devait être vers, je crois pas très loin d'Amboise, dans un village d'appart-hôtel. Et en fait t'as un truc, ça fait un peu camp de vacances. Donc du coup t'as des activités, et t'as genre limbo à 21h, machin. Et ça serait marrant que... Putain, mais faut trop qu'il fasse ça. Ça serait marrant que, du coup, le truc... C'est-à-dire que dans la tête d'Hervé, le week-end romantique et tout, il a prévu de mettre une nappe et tout dans l'appart-hôtel et de cuisiner et machin. Mais par exemple, Anna, elle va voir que il y a le limbo, le concours de trucs, concours de karaoké. Et elle dit, maintenant, on va s'éclater au centre du village, quoi. Je suis en train d'imaginer Hervé avec son guacamole partout. Genre, il regarde les autres faire du limbo. Et... Allez, Hervé, sois pas con, toi aussi. Il passe avec le guacamole sous le... Je pense que là on a déjà bien 10-15 minutes de film et dans les manuels de scénario c'est à ce moment-là que l'histoire commence en général. Ouais. Bah, nous l'histoire elle est un peu dessinée quand même, c'est-à-dire qu'on sait... On a l'histoire à partir du moment où Hervé dit qu'il a prévu Chambord. Donc c'est là. Donc finalement il n'y a pas besoin de beaucoup plus de péripéties que ça pour enchaîner vers le voyage à proprement parler. Et alors après, et c'est là qu'on arrive dans un truc qui va être de la pure écriture de comédie et qui repose sur le rapport de force entre les différents personnages, sur le fait que lui tient la chandelle. Donc je pense c'est pour ça aussi que j'avais tendance naturellement à vouloir surjouer l'histoire d'amour entre les deux et le côté très fusionnel, très intense de leur relation qui du coup met mal à l'aise Hervé et crée des situations comiques. Et c'est-à-dire que lui il va se conformer à un moment dans une sorte de rôle de chaperon. Après en fait, lui peut aussi avoir comme il est pas avec sa femme de fait. Oui, il peut avoir la tentation de... Mais en fait je me dis, j'ai quand même la sensation qu'on arrive assez vite dans un truc où en gros on a une sorte d'itinéraire un peu fléché, classique, et qu'on peut déterminer plus ou moins facilement de qu'est-ce que c'est un week-end dans les châteaux de la Loire. Et à l'intérieur de ça, on va avoir beaucoup un film de dialogue et beaucoup des conversations entre les trois dans différentes situations.
Donc moi j'aime bien le dialogue pop culturel à la Tarantino où tu vas brasser des trucs et tu vas traiter en fait des sujets genre potentiellement des questions un peu qu'on s'est toujours posées ou des trucs comme ça et qui va enthousiasmer les personnages parce que c'est des vrais gens. À mon avis, c'est pas si simple que ça à écrire, hein, ce genre de dialogue. Non, je dis pas que c'est simple. Ouais. Mais en tout cas, c'est le genre de truc que j'aime bien écrire, que j'aime bien imaginer. Ouais, mais il faut toujours partir, à mon avis, de l'histoire ou pas forcément essayer de dire ah tiens, j'aimerais bien parler de tel sujet. Donc, par exemple, dans Reservoir Dogs, il parle de Tony Scott ou je sais pas quoi, ou d'un True Romance, enfin, je sais plus quel film. C'est un petit peu casse-gueule de faire ce genre de truc. Tiens, je me demande dans quel Tarantino il parle de Tony Scott. Je pense pas qu'il en parle. Non, après il y a un film de Tarantino où il parle de Top Gun, mais bon, c'est encore autre chose. Enfin, c'est pas un film de Tarantino, c'est un dialogue dans lequel joue Tarantino. Ah, mais ça doit être ça en fait. Il y a un film dans lequel joue Tarantino et dans lequel il a toute une théorie sur Top Gun. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. That's serious. That is what Top Gun is about, man. You've got Maverick, all right? He's on the edge, man. He's right on the fucking line, all right? And you've got Iceman and all his crew. Right. They're gay. Mais moi les dialogues de Tarantino que je pointais, c'était des dialogues plus pop culture au sens très large, c'est-à-dire c'est plus comme la conversation sur le Big Mac qui crée un décalage parce qu'elle est entre deux tueurs à gages qui se retrouvent à parler d'un truc et il dit voilà, j'ai fait un voyage en Europe et machin, et c'est un côté réel parce que ça peut être n'importe qui peut parler de ça. Ouais. Et là, ça crée un décalage parce que c'est des gens qui s'apprêtent à en tuer d'autres, ils sont pas en train de parler de j'ai mis les bons tuyaux, là il nous a mis dedans et tout. Ils ont une vraie conversation. J'ai mis les bons tuyaux. Yo, Jamy est dans la place. Spécial dédicace avec Iglesias. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que Tarantino, il a une sorte de démarche. Il va réinsérer des conversations qu'il a pu avoir et dire ah bah tiens, ça c'était marrant, c'était intéressant, et voir comment ces personnages peuvent se le réapproprier. Il faut que le contexte se prête à ce qu'il y ait une conversation qui dérive. En fait, je pense que souvent les films font l'erreur d'être trop littéraux. On est dans telle situation, qu'est-ce qui est logique, c'est que les personnages parlent de ça et tout. Sauf qu'en fait, en vrai, les gens vont avoir des conversations qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte dans lequel ils sont. Peut-être ça rejoint encore un truc sur lequel on a eu des conversations sur la comédie, c'est que toi, je sais que t'aimes pas trop en comédie les personnages qui sont spirituels ou marrants eux-mêmes, enfin qui vont dire des trucs. Bah c'est surtout que quand tous les personnages du film sont trop drôles, c'est plus crédible. Sauf quand c'est Funny People ou c'est tous des humoristes. En fait, est-ce que tu considères que le dialogue sur le Big Mac dans Pulp Fiction c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est des personnages trop spirituels ou trop marrants? Non, parce qu'en fait. Non, moi c'est ce que. Mais en même temps, t'es d'accord que leur dialogue est beaucoup trop bien écrit par rapport à la vraie vie. Oui, presque mais littéraire. le travail du scénariste, c'est d'effacer ce. Ouais. Mais il y a quand même un côté littéraire. Cette virtuosité. C'est quelqu'un de très. Le personnage n'a pas conscience d'être drôle. Moi, ce qui me déplaît, c'est Friends, par exemple, où ils ont toujours tous la bonne punchline au bon moment. Et c'est là où Tarantino est génial, en fait. C'est que c'est pareil, le truc du Big Mac, t'as l'impression que c'est deux mecs lambda qui discutent, alors que c'est vraiment t'enlèves une virgule, tout s'écroule. And in Paris, you can buy beer at McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que le cinéma n'est pas la réalité, en fait. Le cinéma... Oui, non, c'est clair. La réalité est souvent invraisemblable. Si on transposait la réalité au cinéma, on dirait que les films sont pas crédibles. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est amener le spectateur à une situation
où il croit au dialogue. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où le dialogue n'a aucun rapport avec l'histoire et que c'est pas du tout... que ça fait pas avancer l'histoire ni rien. Mais il faut que ce dialogue ait du sens dramaturgiquement. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il y a un flottement et où il faut absolument parler, dire un truc, et puis le premier truc qu'on a trouvé, c'est de parler de Like Virgin ou je sais pas quoi, où ils mettent un truc à l'autoradio et puis ils commencent à avoir un dialogue sur le hard rock ou j'en sais rien. Mais il peut pas y avoir un dialogue qui surgisse d'un coup sans raison et parce que là tu perds le spectateur parce qu'il sort du film et il se dit mais pourquoi je regarde ça? Parce que le spectateur est habitué à voir des histoires calibré en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut atteindre et on atteint ça que en partant de l'histoire. Ouais, alors ça j'en suis pas persuadé dans le procédé dans la conception, c'est pas sûr. Je pense que Tarantino il s'est dit il faut que je cale cette conversation que j'ai eue avec un tel sur Like a Virgin. Ouais. Pour moi la théorie de Tarantino sur Like a Virgin, il l'a raconté 50 fois en soirée. Let me tell you what Like a Virgin's about. It's all about a girl who digs a guy with a big dick. The entire song, it's a metaphor for big dicks. Et dans le cas de tous ces films, en fait, je pense qu'il a un certain nombre d'éléments qu'il a comme ça, qui sont dans son esprit, dans sa tête, qu'il a sous la main, et il dit, à un moment donné, je vais caler ça dans un film. Et c'est comme dans Kill Bill, le monologue de Bill sur Superman, c'est un truc que Tarantino a dû raconter 50 000 fois à des amis en soirée ou machin. Et dans Reservoir Dogs, c'est un truc qui semble un peu plus plaqué entre des mecs lambda, et puis on découvre après qu'en fait c'est des braqueurs qui s'apprêtent à braquer une banque, mais c'est pas très important. Et ce que je veux dire, c'est que moi... Si, c'est important. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai pas le souvenir d'un monologue brillant au cinéma qui n'ait pas de fondation dans l'histoire qui est racontée. Oui, mais je suis 100% d'accord avec ça, sauf que en fait, ça ne présage pas de la fabrication. De toute façon, est-ce qu'on a des monologues préexistants, là? Ou des dialogues, ou des sujets sur lesquels on a des théories qu'on a absolument envie de placer? Non, mais en fait, ce que je me dis, c'est qu'on peut en avoir. En fait, de toute façon, toutes les idées ou toutes les observations qu'on va faire, on va naturellement pouvoir les raccrocher à l'esprit du syndrome de Chambord. Tout ce que je vais voir à partir de maintenant, je peux essayer de le confronter à notre univers et dire comment ça je suis d'accord, comment ça existerait là-dedans. Mais ça revient à partir de l'histoire pour élaborer quelque chose. Mais après, pas insérer au forceps quelque chose qu'on... Non, mais ça sert à rien. Un sketch qu'on fait depuis 10 ans dans les soirées mondaines. Ça s'apparente plus à du stand-up de briller en soirée. Non, c'est sûr, il faut faire attention. Et effectivement, il faut pas transformer nos personnages en stand-uppers. On dit beaucoup de mal de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour, à mon avis, de mauvaises raisons. Et moi, la raison pour laquelle j'aime pas ce film, c'est justement parce que c'est des stand-uppers. C'est un festival, c'est Montreux. Ouais, c'est exactement ça. C'est des stand-uppers qui font leur sketch. Christian Clavier, c'est pas un stand-upper? Bah, moi j'aime bien Christian Clavier et Chantal Lobby dans le film. Tout ce qui est Harry Habitant, Noum Diawara, Frédéric Shaw, etc. Ils passent le film à faire des vannes de stand-up et je crois jamais aux personnages parce que justement, c'est pas des personnages, c'est des comédiens qui font des blagues. Et pareil dans la plupart des films d'Apatow. J'arrive pas à croire aux personnages parce qu'ils sont tous marrants, quoi. Ils font tous des vannes tout le temps. Pour moi, dans Apatow, c'est un peu différent, les films de Joe D'Apatow, parce qu'il y a un truc qui est de l'ordre de la recherche et qui est aussi lié à sa manière de procéder et au fait de laisser beaucoup de place à l'improvisation. Et du coup, effectivement, il repose sur des humoristes qui ont la capacité d'être drôles. Il les laisse en roue libre et après, il fait son film en montage. Et moi, par exemple, le personnage de Melissa McCarthy dans This is 14 ne me dérange pas. Parce qu'elle est drôle. Enfin, c'est son personnage qui est drôle, c'est pas les répliques. Ouais, mais c'est pas tant l'écriture d'Apatow, parce que justement, le personnage de Melissa McCarthy qui s'énerve contre la prof à la réunion parents-prof, machin, ils ont fait 70 prises de la scène en laissant monter Melissa McCarthy dans les tours et en conservant les moments les plus drôles.
Ouais. Donc du coup, c'est pas écrit par Apatow. Mais oui, mais moi c'est écrit par McCarthy. Moi, ce qui me déplaît, c'est les vannes qui sont écrites par Apatow. Ouais, mais alors, je sais pas lesquelles sont écrites par Apatow et lesquelles sont imaginées par McCarthy dans cette scène. You corner me, I will fucking chew through you. I'll chew through you. Catherine, you're better than this. Fuck you, Jill. You're a horrible fucking woman. This is why everybody hates you, Jill. This kind of shit, ineffective, fucking bullshit hair. And I'm glad your husband died, because you're a fucking asshole. He probably killed himself. Mais cette scène-là, je la trouve géniale. Ah ouais. Moi, c'est les scènes avec Paul Rudd et Leslie Mann, où il balance des vannes d'Apatow. Mais ouais, This is 40, c'est pas... Moi, j'adore Funny People parce qu'il y a un truc... en fait, où je trouve qu'il exagère dans sa démarche. En fait, il va vraiment très très loin dans le fait de laisser tourner la caméra. Donc le film, sur le papier, dure 2 fois trop longtemps. Mais j'aime bien ce côté. J'ai l'impression qu'il essaye vraiment que c'est presque un travail documentaire d'essayer de toucher du doigt qu'est-ce que c'est qu'être Adam Sandler. Et je trouve ça vraiment super beau, quoi. Enfin, il y a un truc, la solitude qu'implique le fait d'être drôle, que je trouve vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment un des films les plus importants des 10-15 dernières années, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable. Tu vois, il y a des films que j'ai vus une fois et puis voilà, ça suffira. Et des films, je peux les revoir 3, 4, 5, 6 fois. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment génial. Et en plus, moi qui suis un peu dans une sorte de déprime cinéphilique où je me dis, mais putain, mais c'est horrible le cinéma. En déprime cinéphilique. Non, mais je me dis... Je suis allé voir Le Silence des agneaux la semaine dernière au ciné. Et pour le coup, si je voyais que des films de ce niveau-là, je serais pas en déprime cinéphilique. Forcément. Mais en fait, c'est vraiment... Tu vois ce film et tu te dis, ouais, ok. Ouais, c'est super, continuez. Après, je pense que t'as quand même de quoi faire dans l'histoire du cinéma. Non, dans l'histoire du cinéma, ouais. Mais par contre, si tu regardes si tu suis un peu l'actu, si tu vas voir les nouveaux films, genre le film de la semaine ou limite le film du mois, en fait, c'est quand même chaud, quoi. Souvent, c'est médiocre. Médiocre. Le Silence des agneaux, c'est un film, il y en a 2-3 par an, des comme ça. Peut-être plus. Ouais, je pense pas qu'il y en ait plus que 2-3 par an. Il y en a 6. Allez, tous les 2 mois. Non, alors après, ça dépend, parce que après, si tu découpes par genre et tout, des thrillers, je pense qu'il n'y en a pas eu sur les 10 dernières années, quoi. Il y a eu peut-être Gone Girl. En fait, je pense qu'on est aussi dans une période de transition où la qualité des séries télé est devenue bien meilleure qu'à l'époque du Silence des agneaux. Qu'est-ce que tu nous fais, là? C'est une vraie déprime cinéphilique. Non, mais c'est vrai, mais c'est sûr. Tu rigoles. Aujourd'hui, trouve-moi, sur les 5 dernières années, des films qui sont à la hauteur de l'été 82 américain. Il y a eu quoi en 82? L'été 82, c'est un été particulièrement connu, mais c'est The Thing, E.T. Bah, prenons 83, pour être tout à fait honnête. Alors, parce que forcément. Je cherche. Il y a Scarface, Monty Python, Le sens de la vie, Christine de John Carpenter, L'étoffe des héros, War Games, Le retour du Jedi, Les compères, Ciao Pantin. Les compères, ça. Effectivement. La valse des pantins de Scorsese. Ouais, bon, on peut pas dire que ce soit non plus que des chefs-d'œuvre. Bah, quand même, c'est-à-dire que il n'y a pas de film de gangster américain du niveau de Scarface sur les 5 dernières années. Il n'y a pas de comédie anglo-saxonne du niveau du sens de la vie sur les 5 dernières années. Si. Le sens de la vie, c'est pas extraordinaire, le sens de la vie. Et il n'y a pas de blockbuster du niveau du retour du Jedi. Et encore, le retour du Jedi, c'est... Bah si. Les nouveaux Jedi, c'est mieux que le retour du Jedi. Ah non, c'est horrible. Bah si. Mais oui, c'est vrai que ça se discute. Non, je crois que c'est un... Non, moi j'y pense pas. En fait, j'y crois pas à ce truc. Tu vas beaucoup au cinéma et tu vois beaucoup de films médiocres. Ouais, mais t'as pas vu tous les films médiocres de 1983. Oui, non, ça c'est vrai. Mais je vois pas assez de grands films. En fait, je vois pas assez de grands films, vraiment. Par rapport à 83, les supports se sont diversifiés et élargis. Donc si tu regardes que le cinéma, il y en a moins. Ça nous fait pas beaucoup avancer dans le Chambord. Faut aller au cinéma. Voir quoi? Et trop de chouette en ce moment? Il y a un film bouleversant qui s'appelle Morne Plaine. C'est une histoire qui se passe dans le Nord
sur l'angoisse du chômeur qui regarde son terril. C'est en noir et blanc, caméra à la main, joué par des amateurs. Allez-y, butez-moi. Faut que tu vois, mort de plaine. Non, pas mort de plaine. Allons-y, tranquille, Si tu veux mort de plaine, on te laisse la vie sauve. Mais vous voyez donc pas que j'en ai plein le cul de vivre comme un chacal. Donc est-ce qu'on essaie d'écrire une scène? Ouais, ou est-ce qu'on essaie de continuer à creuser Bah, juste, si on fait un peu le point, là, est-ce que tu peux résumer le film? Hervé est dans un supermarché, il fait les courses pour une surprise qu'il a préparée pour les 10 ans de son mariage. Il a prévu un week-end dans les châteaux de la Loire, totalement impromptu, chose qu'il ne fait jamais. Donc il remplit son caddie et il achoppe un peu sur le guacamole. Il le trouve pas, il fait un peu tout le supermarché. Quelqu'un lui indique que c'est à l'autre bout du magasin, il y va. Il a enfin récupéré le guacamole et là son caddie n'est plus là. Et il se trouve qu'il se l'est fait voler par un mec qu'il retrouve à la caisse quelques minutes plus tard. Et ce mec, qui s'appelle Gérard, lui soutient que ce n'est pas son caddie. Donc il a pas payé, c'est pas à lui. Exactement. Donc Gérard paye son caddie devant les protestations d'Hervé qu'il ignore. Ils arrivent sur le parking. Gérard sort une clé de sa poche. Ça déclenche une voiture. Fiat 500, nouveau modèle. C'est sa putain de bagnole. Hervé n'a pas d'autre choix que de suivre Gérard, puisqu'il est dans un parking où il a peu de chances de rentrer chez lui en stop. Voilà, de rentrer chez lui en stop, où c'est galère le bus. Et surtout, le mec a sa voiture. Et le mec est pas désagréable. Presque amical. Et il lui dit, je te ramène chez toi. Et je t'emmène. Hervé accepte. Et dans la voiture, il continue un petit peu à protester. Il lui donne quand même son adresse parce que, en fait, il est un peu désemparé. Il sait pas trop quoi faire. Mais en même temps, il est un petit peu en confiance. C'est là que Gérard dit il y a pas de souci, j'ai juste une course à faire. Au moment où il commence à être un petit peu en confiance, Gérard lui balance j'ai une course à faire. Hervé ne peut qu'accepter. De toute façon, ils sont à 90 km/h sur la nationale. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ça ou un platane. Voilà, surtout qu'Hervé n'est pas très fort physiquement, contrairement à Gérard. Il est totalement dominé. Hervé, c'est une sorte de sous-Pierre de la Donchamp d'1m75 et Gérard, c'est un grand noir d'1m90. C'est ça, c'est Pierre de la Donchamp en moche d'1m55. Cette fameuse course, finalement, c'est quoi? Il s'arrête devant une église, il rentre dans l'église, Hervé comprend pas ce qui se passe. Il ressort de l'église avec une meuf en habit de mariée. En robe de mariée. Ouais. Dans les bras. Dans les bras. Oui, je le voyais juste les mains dans la main, mais ouais, dans les bras. Hervé qui dit putain, il est gonflé quoi. Bon. Non, il dit. Oh bah le mec. Non, il dit rien. Il a un contrôle champ de comédie formidable quoi. Parce qu'en fait, avec un léger travelling avant à la Cohen. Je pense que le spectateur comprend immédiatement le parallèle quoi. Ouais. Oui, surtout s'il est dans les bras quoi. Ok. Et genre il y a des gens qui jettent du riz. Non. Bon, cette scène reste à définir, à préciser. On improvisera le jour du tournage avec Joey. Et donc on en était là. On sait où ils vont. On sait pas si Hervé... on sait pas à quel moment Hervé... Non, on sait pas où ils vont. Eux savent où ils vont. Qui? Non, en fait, c'est vrai. Est-ce que Gérard sait que le week-end est prévu pour moi, château de la Loire? Il rentre, il installe Anna à l'avant, il prend le volant, il se retourne sur la banquette arrière et il lui dit bon ben Hervé, c'est à toi de jouer, fais-nous rêver. En fait, il faut qu'on arrive à écrire la bascule entre le moment où Hervé pense qu'il va rentrer chez lui, oui, et le moment où Gérard lui dit que en fait il va être le guide de leur séjour. À ce moment-là, juste après le... Alors, il y a une manière de faire la bascule, je l'ai dit en même temps que je réfléchis, mais c'est que voilà, il redémarre, on sait pas trop où, et ce qui commence, c'est une dispute entre les deux, entre le couple,
devant Hervé médusé, tu vois, qui déjà il dit mais c'est qui cette meuf, d'où il vient, il a pris la mariée d'un autre gars ou qu'est-ce qui se passe, il comprend pas. Et au bout d'un moment, vraiment Anna s'énerve, elle se retourne, elle dit mais regarde lui je suis sûr qu'il fait plaisir à sa femme, machin, comment dire, c'est elle qui en criant, parce qu'elle est dans la dynamique de la dispute avec Gérard, va finir par s'énerver contre Hervé, va dire bah oui bah lui je suis sûr qu'il a des plans là pour les week-ends et tout, et donc lui un peu gêné va dire bah je sais pas, on peut aller à l'appart hôtel d'Amboise. Et du coup il va lui-même donc c'est une autre option du coup. D'ailleurs ça me rappelle un truc, alors je sais pas si je vais me rappeler de son nom, je crois que c'est dans les Kaira, et attends je cherche. Annabelle Langron. Écoute, je vais te dire un truc là, ce que t'as fait là, c'est de la merde. Mais franchement, j'ai respecté la performance. Alors je me suis dit, je sais pas, on pourrait faire un featuring, un truc, tu vois. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais, ça marche. Et je voulais te dire, t'es mignon quoi. Hein? T'es mignon. Toi aussi. Non, attends, c'est moi qui décide t'es mignon ou pas. T'as compris ça? Bon, c'était un vague souvenir. Tu voulais. Mais en fait, montrer quoi? Ce que j'aimais bien, c'est le côté. Dispute. Dans le truc, quand elle dit ouais, t'es mignon, hein, t'es mignon quoi. En fait, elle l'engueule en lui disant des trucs gentils. Ouais, mais, faut qu'il y ait un peu d'amour, une véhémence avec de l'amour. Et je trouvais l'actrice pas mal, bref. Je pense que si Gérard l'enlève à son mariage ou à son mariage fictif, faut qu'il ait préparé un truc énorme et pas juste voler le caddie d'un gars. À mon avis, il a prémédité Chambord. Ce que j'avais dans ma tête, c'est-à-dire que c'est pas prémédité Chambord. Alors, ça change la manière dont on raconte le truc. Mais en fait, il va au supermarché pour trouver un mari modèle. Et il repère Hervé. Et en fait, il se dit que ce type, qui fait les courses comme il est en train de les faire, ce mec, il sait comment rendre sa femme heureuse. Il pense ça. Et ce qui est intéressant, le côté un peu moraline de toute notre histoire, c'est que Hervé, de son côté, va se rendre compte que Gérard, c'est quelqu'un qui, lui, sait comment rendre sa partenaire heureuse. Et qui a un peu ce truc. Et en fait, que du coup, c'est de manière abstraite, c'est-à-dire qu'il n'a pas prémédité précisément Chambord, mais il a prémédité que ce mec qu'il a trouvé au supermarché aurait de la ressource pour lui trouver une idée pour un bon week-end, mais il sait pas encore ce que ça va être. Mais en termes très concrets, en fait, je pense que mettons que si Hervé met dans son caddie du champagne, du saumon, 2 exemplaires de trucs un peu luxueux et tout, il se dit putain, ça prépare un bon week-end. Voilà. Une fois qu'il est dans la voiture et il lui dit bon bah alors t'as préparé quoi finalement? Ouais, c'est ça. Il s'imaginait pas ce soit un truc aussi génial que les châteaux de la Loire. Ouais. Sur la route vers l'église, en fait, il peut commencer à sonder un petit peu, c'est ça. dire pour voir alors ça fait combien de temps. Faites quoi ce week-end, machin. Faites quoi ce week-end. Et alors une fois qu'il ramène Anna, il se montre plus frontal en lui disant directement bon bah alors on a prévu quoi? Et là, la bascule se fait. Alors après, il y a une autre question, c'est quand Anna rentre dans la voiture, est-ce qu'elle est étonnée par la présence d'Hervé ou pas? En fait, c'est compliqué, mais tout est... Gérard se gare devant l'église, dit Hervé passe à l'arrière. Il dit discute pas, tu seras plus à l'aise. Il passe à l'arrière, il ressort de l'église avec Anna dans les bras, en robe de mariée. Hervé hallucine. Et les deux s'installent à l'avant et commencent à s'engueuler. Et au milieu de l'engueulade, à un moment donné, en plein milieu de l'engueulade, Anna, mais c'est qui le moustique derrière? Moustique. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'elle met un certain temps à le remarquer. Et sur quand elle dit sa vanne, bon, je sais qui le moustique, c'est ce qui m'est venu, mais il y a peut-être mieux. Il y a une réaction d'Hervé qui dit, oh bah quand même. Tu vois, et après, ils continuent leur engueulade. C'est pas mal, ouais. Ça le caractérise comme... c'est ça. Le mec, c'est un rideau, quoi, le gars. Et elle s'en fout. C'est-à-dire qu'il est là, machin, c'est juste pour l'engueuler. Et à la fin, pam, on se retourne vers lui en disant, bon... Et justement, en fait, fait quoi? Quand elle lui dit c'est qui ce gars,
Gérard peut sauter sur l'occasion en disant bah oui, justement, qu'est-ce que t'as prévu? Et là, c'est là qu'on bascule sur Chambord. Ouais, pas mal. Je pense qu'on a la trame. Il manque pas grand-chose là. On a la trame et je pense qu'on commence à voir un peu les personnages et comment ils réagissent, comment ils fonctionnent, leur rapport de force. Ça peut être pas mal qu'il y ait un rapport de force. De toute façon, elle est en haut de la chaîne alimentaire. Mais c'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a deux rapports de force. Il y a le rapport de force Hervé-Gérard où c'est Gérard qui domine. Et il y a Anna qui domine Gérard. Et donc, ouais. Et de fait, Anna domine tout le monde. Voilà. Et ouais. Bah après, peut-être pas en étant énervé tout le temps. Mais non. Juste parce que. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi domine-t-elle? Bah, je sais pas. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.